pas commencer. Je vais faire une très très rapide introduction, je ne vais pas vous prendre la tête. Le film parle de lui-même. Donc ce soir, on projette un film sur l'affiche rouge et particulièrement sur le dernier survivant de l'affiche rouge, Arsène Tchakarian, arménien d'origine comme Manouchian, comme le poète Misak Manouchian, car il se définissait d'abord comme un poète qui avait fui l'Arménie et les crimes turcs en Arménie. Et il est Tchakarian est le dernier résistant survivant du groupe Manouchian. Et pour la première fois dans un film, il raconte son itinéraire tumultueux. L'Arménie, le génocide de 1915, les jeunesses communistes en France, où il débarque avec sa famille en 1930. Pendant l'occupation, donc aux côtés de Manouchian, de Misak, il combat les nazis dans les rangs des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, FTP Moy. Alors, une petite précision, la Moy n'a pas été créée au moment de la mise en place des FTP, mais existait bien avant. Elle a été créée à la fin des années 20. C'était une branche du Parti communiste qui s'occupait particulièrement d'organiser les travailleurs immigrés. Donc, en juin 1943, il participe à un attentat et abat de sang-froid plusieurs soldats allemands. Alors, il participera, il va en suivant à une centaine d'actes de sabotage, d'attentats dans la capitale, avec des dommages collatéraux. Et vous verrez dans le film ce que sont les dommages collatéraux, pour la première fois révélés à l'écran. Autant de cauchemars qui le hantent toujours. Pendant plusieurs mois, les brigades spéciales de la police française traquent ce réseau avant d'interpeller la plupart d'entre eux. C'est une condamnation à mort qui les attend au terme de ces arrestations. Arsène Tchakarian, lui, réussit à s'échapper grâce à la complicité d'un ami policier. Et oui, il y avait des policiers résistants. C'est arrivé. La publication sur les murs de France de la fameuse affiche rouge ancrera ces résistants dans la légende. Et il faut se rappeler le poème d'Aragon, qui a été mis en musique et en chanson par des tas de Léo Ferré, Ferrat, etc. Et il faut savoir que cette affiche avait été faite pour faire peur, pour montrer que c'était des criminels, et que quand il est dit dans le poème que des gens avaient écrit en bas de l'affiche « Mort pour la France », c'est une réalité. Il y a des gens qui ont écrit en bas de l'affiche « Mort pour la France ». Voilà, illustré par de nombreux documents inédits, et c'est le travail de Michel Violet qui est présent ici, le récit d'Arsène Tchakarian émeut à plus d'un titre, notamment à travers cet amour pour la France, porté par ces immigrés du FTP Moy, et qui n'est pas sans provoquer une résonance particulière dans notre actualité. Et je citerai simplement les derniers vers du poème d'Aragon, ces étrangers et nos frères pourtant. Voilà, et je voudrais remercier Michel Violet d'être présent, hein, il animera le débat. Je voudrais remercier aussi la FMD qui co-organise cette soirée, en présence de Nicole Rey, sa responsable départementale. Et je voudrais saluer surtout la présence d'André Maratra, qui est un ancien déporté résistant, qui a connu un des membres du groupe Manouchian, et qui avait été arrêté, qui a été interrogé, entre guillemets, dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Je voudrais le remercier d'être présent. Il apportera son témoignage. Et maintenant, je vous souhaite une bonne projection. Merci. Violet, alors, le réalisateur du film, il est là, il va se lever, et il va se présenter, il va parler de son travail sur ce film. Alors, merci à vous d'avoir aussi d'être venu. Donc, je pense qu'on a de la chance encore d'avoir Arsène Tchakarian, d'avoir M. André
Mara. Hein, Maratra, oui. Maratra, pardon, excusez-moi, j'ai perdu votre nom. Mais voilà, c'est encore une preuve, on a encore des témoins, et ça, il faut le soutenir autant que faire se peut. Voilà. Bon, peut-être qu'il veut dire un petit mot, ou je ne sais pas si... Vous présentez peut-être oui, d'abord, alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi Arsène. Alors pourquoi je vais choisi Arsène pour avoir fait ce film? Alors il y a plusieurs raisons. Arsène Tchakarian réside toujours, Arsène Tchakarian, à Vitry-sur-Seine. Je dis, bon, là, on ne peut pas échapper à l'homme, il faut vraiment essayer de capter encore sa mémoire pendant qu'il est encore parmi nous. Donc voilà, j'ai commencé ce film il y a en 2014. On a commencé le montage en fin 2016. Voilà, et il est sorti donc en mars 2017, à Vitry, pour un hommage qui lui a été rendu pour ses 100 ans officiels, parce qu'en fait il est plus vieux que ça, et il s'est rajeuni. Alors en fait Arsène est né non pas en 1916 comme il est dit officiellement, il est né en 1914, et il s'est rajeuni quand il est arrivé en France en 1930 pour une histoire de papier. Parce que s'il avait été âgé de plus de 16 ans à ce moment-là, ça aurait posé des problèmes, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc du coup, on l'a rajeuni, on a faussé voilà, sa date de naissance. Et voilà, le film, alors en deux mots, il s'est fait sans moyens du tout. Alors c'est un film qui se fait avec beaucoup de bricolage. Le département m'a donné un petit coup de main, et la ville de Vitry aussi. En revanche, c'est un film, donc je m'excuse pour la qualité qui est parfois inégale, mais bon, on a fait ça avec les moyens du bord, avec mon ami camarade Daniel Lévy, caméraman, et puis donc tous mes potes qui m'ont aidé aussi à monter, à faire le film pour qu'il aboutisse jusqu'au bout. Lina aussi qui m'a donné un bon coup de main sur certaines archives. Bon, c'est pas fini de payer encore, mais ça va venir. Non, mais bon. Non, j'ai réglé, mais bon, il y a encore des choses. Enfin, il y a un DVD à venir, en fait. Voilà. J'ai pas payé encore le DVD à venir, les archives, mais ça, c'est un autre détail, un autre point. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le film, donc je remercie Arsène encore une fois parce que il a été vraiment d'une grande générosité d'avoir eu ce témoignage, eu la gentillesse de donner encore ce témoignage, et c'était compliqué pour lui, parce que bon, il a une vie en fait assez active, et vous avez vu que en fait sa vie maintenant, ce ne sont que des représentations, des commémorations. Un dictionnaire nominatif de tous les Arméniens qui ont combattu pour la France, donc les anciens combattants arméniens de France, et c'est un livre qui est très très épais, pour dire qu'ils étaient nombreux. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, j'attends peut-être vos réactions, si vous avez des réactions ou des choses auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être nombreux. Hein, surtout. Voilà. S'il y a des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, s'il y a des choses qui vous ont troublé, ou parce que effectivement, pour donner un cadre un petit peu dans ce genre de film. Alors vous connaissez ce genre de film. Le problème auquel on est confronté nous, documentaristes, c'est que l'histoire qu'on nous raconte. Alors j'aime bien citer une phrase d'ailleurs de Jean-Claude Carrère, qui dit l'histoire, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'on leur raconte qu'elle a été. Et on la raconte toujours d'un point de vue nationaliste. Et effectivement, le problème, c'est que ce film-là n'est pas un film historique, même si on essaye d'être toujours dans le cadre de l'histoire, mais pour une raison parfois, je ne veux pas dire de simplification, on ne cherche pas à simplifier les choses, malgré tout on est obligé de les contracter, parce que sinon ça prendrait des heures, et du coup on occulte certains passages, parce qu'on est obligé de résumer, d'être un peu plus direct, voilà. En revanche, c'est vrai que l'histoire est très très complexe, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette période de l'histoire en particulier. Moi qui n'ai pas fait d'études d'histoire, je découvre en lisant et en relisant les livres. Mais cette période-là est très trouble parce que, en fait, même s'il y a des correspondances qu'on peut entreapercevoir maintenant, ou en tout cas à notre époque, dans notre Europe, par exemple, il y a des choses qui nous font peur. Je pense qu'il est bon aussi de se rappeler ce qui s'est passé autrefois et dire, regardez, les virages qu'on veut su prendre certains et pas d'autres. Et donc, je pense que, enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie, et notamment à travers les portraits que je fais, c'est que ce qui m'intéresse, c'est les caps que prennent les gens et qui déterminent leur vie, en fait.
C'est pas tellement leur ligne droite, c'est les virages qu'ils prennent à gauche ou à gauche. Et non. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti sur l'idée des conditions, non, sur l'histoire, non, sur les caps. Quoi. Voilà. Donc le film, bien sûr, parfois est un peu résumé, quoi. Hein, on est obligé de faire court, hein, c'est normal, quoi. Voilà, même s'il y a des longueurs. Je sais. Mais bon, il y a aussi les gens qui ont aidé au financement à la promotion du film, je ne pouvais pas les couper quand même. Bon, pardon. Garde le micro. Ah pardon, oui, voilà. Non, c'est tout. Sinon, vous connaissez tous l'histoire. Je pense que tout le monde connaissait l'histoire. Est-ce que, en revanche, il y a des choses qui, dans l'histoire que vous connaissiez, sur la fiche rouge, il y a des choses qui vous ont... Non, allez-y. Dans le film, c'est juste allusif, ce qui s'est passé pour lui, comment il s'en est sorti. On dit à un moment qu'il a été arrêté ou qu'il a été... mais on ne sait pas, quoi. Donc, voilà, si vous pouviez préciser. En fait, oui, merci. Oui, en fait, ce moment-là, ce passage-là, comme il y en a eu d'autres, sont assez flous. Et il est très compliqué de savoir ce qui s'est passé. J'ai même demandé à Frédéric Navarre, qui le fréquentait à ce moment-là. Et en fait, les avis sont un petit peu... D'abord, on est sur plus de 70 ans, et il ne raconte pas ça toujours de la même façon. C'est qu'Arsène a raconté à travers... Moi, il m'a raconté sur une version, donc celle qui est dans le film. En revanche, il y a eu d'autres versions qu'il a données, alors qui ne sont pas excessivement opposées, mais qui sont des nuances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, bon, Manouchian savait qu'il était filé, il le sentait, et donc il m'a prévenu, il dit, mets-toi au vert, mets-toi au vert. Et puis à d'autres moments, il dit, oh, j'ai été prévenu par un autre ami, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, arménien, qui dit, bon, Manouchian a été arrêté, il faut déguerpir, il faut se planquer. Donc en fait, il y a eu plusieurs versions. Et Arsène a raconté ça dans différents articles de journaux qu'il a donnés. Il a donné différentes versions. Donc moi, j'ai gardé celle qui m'avait confiée à moi. En fait, voilà. Et après, il est très compliqué de vérifier. C'est-à-dire qu'à l'ABS, toutes les archives de la police, j'ai gratté pour essayer d'avoir un Tchakarian, etc. Enfin bon, de trouver la trace. Et j'ai jamais retrouvé sa trace, en fait, dans les archives de la police. Pourtant, je sais que il a participé, et ça, son numéro de matricule existe, est référencé au niveau du Parti communiste. Mais la police l'a peut-être traqué, l'a peut-être trouvé à un moment donné. En revanche, ils ne l'ont jamais, par exemple, identifié. Donc, il est passé au travers. Mais les épisodes qu'on voit, là, ça dure 6 mois à tout casser. Hein. C'est-à-dire que ça commence en mars, et les gros épisodes avec Manouchian, quand il balance la grenade à Levallois-Perret, et ensuite, c'est juin, il y a le gros attentat, mais quand on voit les archives de la police, c'est 3-4 attentats par jour. C'est énorme. On n'imagine pas l'impact, enfin, l'engagement que ces hommes-là avaient, quoi. C'est hallucinant. Et moi, j'ai retrouvé... Alors, il y a tout... Alors, les archives de la police, hein, de la BS, maintenant, sont consultables à partir de 2018. Je crois qu'ils vont être ouverts au public. Donc, n'importe qui aura accès à toutes ces archives. Et si vous vous intéressez à l'histoire, allez-y, allez voir, parce que c'est vraiment remarquable. Hein. Il y a des documents extraordinaires. Mais en revanche, c'est d'une complexité, parce que il y a du monde, c'est très compliqué, quoi, à décortiquer. Donc moi, j'ai fait un tri sur certains épisodes dont Arsène m'avait parlé, précisément, et puis moi, je me suis focalisé là-dessus. Les photos sont des photos parfois d'attentats qui étaient antérieurs, mais c'est quand même le même groupe, c'est les FTP, tout ça. Enfin, mais, il n'y avait pas de documents à l'époque, on n'est pas avec le portable à l'époque, et hélas, voilà. C'était... Oui. Pardon, oui. Pardon. Vous vouliez dire quelque chose? Vous voulez. Bonsoir. La fin du film nous dit que Arsène est un livre d'histoire. Nous en avons une page de ce livre ce soir avec André Maratra, qui était son triangle. Vous savez que dans la Résistance, il travaillait par 3 pour ne pas être connu, évidemment. Son triangle, dont vous avez vu un des membres, Loplêtre, qui est maintenant le président du Secours populaire, était dans le triangle avec André Maratra. Et il a... Oui, le 3e était... Lucien Vernet qui est décédé. Il va vous dire la suite lui-même. Il vous racontera ton arrestation et ton lien avec la FTP Mode. Vous avez un autre témoin. Plus jeune, mais
Il avait 17 ans quand il est entré dans la résistance. Peut-être le plus marqué, c'est de revoir une fois encore l'image d'Alfonso, que j'ai eu le triste privilège de connaître pendant combien? Une demi-heure peut-être dans les locaux de la préfecture de police à Paris. Alfonso, qui m'a souhaité bonne chance, mérité, car quelques moments après, j'étais condamné à la peine capitale. Il m'a souhaité bonne chance et il m'a dit sa conviction que pour lui, la vie prendrait fin. Que l'on voit effectivement, dans la résistance où on a été actif de 1942 à 20 novembre 1943, où dans l'Est parisien, 19 groupes de 3 ont été arrêtés par la police, je le précise, police française. La brigade spéciale antiterroriste, la BS2. Comment, par quelle maladresse ou faiblesse, subir des interrogatoires, et j'en parle en connaissance de cause, des jours et des nuits, quand ceux qui vous posent les questions ont droit au repos, se relaient, mais que vous qui devez répondre à ces questions, vous n'avez pas droit au repos si vous semblez vous affaisser un peu, et quelqu'un derrière vous se charge de vous réveiller. Condamné à la peine capitale, car j'avais une arme, et puis aussi la trace de quelques-unes des actions qu'avec Julien Lauprette-Lolo, pour moi, et Lucien Vernet, nous avons conduit dans l'Est parisien, encore une fois, de septembre 1942 à ce 20 novembre 1943. Condamné à mort, remis entre les mains des autorités d'occupation, conduit à la prison du Cherche-Midi. Cherche-Midi. Un matin, les portes s'ouvrent, le monsieur avec sa casquette crie Maratrat Austen, il fallait se mettre debout, Maratrat Aust, il fallait sortir. Se retrouve encadré par 4 militaires avec l'arme et le casque. Puis le bonhomme qui vous a donné les ordres devant, que vous parcourez ces couloirs de la prison du Cherche-Midi, près de la gare Montparnasse. S'ils paraissent longs, ces couloirs, un sens, quelques marches dans l'autre sens, et puis finalement, poussé par les militaires qui sont derrière vous, une porte qui s'ouvre sous la pression du monsieur avec sa casquette, vous vous retrouvez à plat ventre au milieu d'une pièce où 40 autres détenus sont présents. 5-6 jours après, transférés à la gare de l'Est, poussés dans des wagons devant la gare, pour pas mélanger aux gens normaux qui travaillaient,
et qui utilisaient les transports roulaient des heures et des heures. Les trains à l'époque, c'était pas les TGV, hein. Ça marchait avec des gazogènes. Et on se retrouve à la gare de Strasbourg. Le convoi s'immobilise. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures après, difficile de me souvenir de cela, le train se remet en route dans le sens inverse. 1 heure après, il s'immobilise. De nouveau des hurlements. Les bonshommes en casqués, en armes avec des chiens qui vous poussent dehors. Et conduit dans des voitures cellulaires. « 900 mètres plus haut dans les Vosges, au Comnat de Heller-Struthof, où le responsable du lieu explique: vous êtes déporté NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Vous entrez par la porte et la sortie, montrant au bas de cette montagne des baraquements avec une cheminée qui crache de la fumée. La sortie, c'est par cette cheminée. J'étais donc déporté Eden au Comnat de Heller-Struthof. J'avais 19 ans. Singulièrement, je pense à celui de Céret, collège sur Hamad, où je vais régulièrement depuis. Je réside dans le département 4 fois tous les ans, 4 matinées. Rencontrer les élèves d'une douzaine de classes de 3e. Il vous parle de Céré, mais il va un peu partout. C'est parce qu'il habite là-bas. Et la fin, vous pouvez terminer 10 secondes. Bah, S'il vous plaît. la fin, bah, finalement, débarquement au mois de juin 1944. Les troupes alliées qui se rapprochent des Vosges, on entend le bruit du canon qui doit résonner du côté de Nancy. La décision est prise de nous transférer d'un camp en Bavière, à côté de Dachau. C'est d'ailleurs un commando de Dachau. Pour les déportés NN, le commando d'Alac, attaché à l'usine BMW. Quelques mois donc de septembre 1944 à avril 1945, de nouveau le bruit des canons. Et puis, la présence devant l'entrée du camp, j'étais 3 Américains. C'était à 9 h le matin, et à midi, le gros des troupes arrivait. C'était la libération, 29 avril 1945. En lien avec l'affiche rouge, il récoltait comme il pouvait des armes pour... Mais il ne l'a su qu'après la guerre. Hein. Bien sûr. Il les a rencontrés à la préfecture, comme ça, mais les armes, il ne savait pas que c'était pour le groupe Manouchian. Des questions ?